Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse des cryptos. On va commencer avec l'analyse sur le Bitcoin. On est en format hebdomadaire. Alors ce qu'on voit en hebdo, c'est que d'une part, on est toujours dans ce grand triangle hein, en gris. Là, on est à peu près au milieu du triangle entre la résistance et le support. Donc c'est pas un niveau très pratique à trader. Ce qu'on voit également, c'est que en format hebdo, même si on n'a pas encore fini la clôture de la bougie, on voit que pour l'instant, c'est en train de faire une mèche haute. Donc prudence, hein. Si jamais on clôturait la fin de la semaine comme ceci, avec une bougie dans le même type, eh ben, c'est plutôt un signal baissier. Une grande mèche haute avec un tout petit corps en bas, ça peut s'apparenter un peu à ce qu'on appelle une étoile filante en chandelier japonais, et ça a plutôt une signification baissière. Alors malgré tout, c'est pas une étoile filante parfaite, hein, même si on clôture comme ça. D'une part, parce que l'étoile filante, normalement, on est censé avoir un gap sur l'étoile, mais sur un marché crypto qui est coté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on n'a quasiment pas de gap, donc on peut s'en passer. Et d'autre part, une étoile filante, pour qu'elle soit vraiment très forte avec un gros signal de retournement de tendance, il faut qu'elle se présente suite à une tendance haussière. Là, c'est vrai qu'on a eu 3 bougies plutôt haussières avant, mais on voit bien que c'est pas une tendance haussière très franche. L'autre point qui plaide plutôt pour la baisse, c'est le volume. Le volume en hebdomadaire, depuis qu'on a fait la grosse phase de baisse ici avec l'énorme pic de volume baissier sur la grosse bougie rouge, on voit que on a rebondi un peu, mais on a rebondi dans un volume totalement descendant. Ça veut dire que plus le rebond avançait, plus les prix montaient en fait, ben, moins il y avait de volume, donc moins il y avait d'acteurs qui étaient intéressés pour continuer à acheter à ces prix. Donc là, en général, ça montre vraiment l'essoufflement d'un mouvement. Quand le mouvement monte et que les prix baissent, bah, plus on monte, moins il y a de monde intéressé. Et ça montre en fait qu'au final, il n'y a pas grand monde intéressé. Une belle tendance, normalement, vous avez une hausse du volume pendant la tendance. Quand vous avez un vrai redémarrage haussier qui peut s'opérer, bah, si vous avez le volume qui s'accroît au fur et à mesure que les bougies montent, c'est plutôt une bonne chose pour la poursuite de la hausse. Donc là, bah, c'est l'inverse, on monte, le volume baisse, ça veut dire que peu de monde est intéressé par la hausse, et du coup, ben, il y a des chances que ça repasse baissier rapidement. Enfin, rapidement, on est en format hebdo quand même. On va affiner l'analyse maintenant en format journalier. Quand vous analysez, c'est bien de débuter par le plus grand time frame, parce que c'est celui qui a le plus d'impact et le plus d'importance, et vous zoomez en quelque sorte en réduisant le time frame ben, pour affiner l'analyse. Donc là, on a vu qu'en hebdo, pour l'instant, si on clôture comme ça la semaine, ça serait plutôt baissier comme signal. En journalier, par contre, on a eu, ici on avait un espèce de range que j'avais déjà montré. Hein. Là on avait des points bas au même niveau et des points hauts au même niveau ici, qu'on a cassé à la hausse avec cette bougie. Donc là ça c'était plutôt un signal haussier. Hein. D'ailleurs j'en avais parlé. Hein. C'était la sortie du range par le haut avec une belle clôture au-dessus de l'ancien range. Alors, le range, hein, on peut prendre les mèches aussi si on veut, ici. Dans tous les cas on avait bien clôturé au-dessus. Donc c'est vrai que c'était un signal haussier, parce qu'une sortie de range par le haut, ça annonce en général la poursuite de la hausse. Ce qu'on voit, c'est que ça a hésité après pendant 3-4 jours ici. On est resté au-dessus de la résistance, enfin du support maintenant. Et hier, on est passé en dessous. Donc on est passé en dessous assez légèrement hein, pour l'instant, parce que le haut du range, il faut voir ça un peu comme une zone en fait. Hein, c'est pas un point ultra précis. Donc si ça se trouve, c'est simplement breakout haussier ici, suivi par un throwback. Alors je rappelle rapidement ce que c'est que le throwback, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous avez cassé une résistance comme ici, donc là on avait un range, cassure, donc breakout, les cours montent un peu, et ensuite ils reviennent tester l'ancienne ligne qu'on avait ici par au-dessus. C'est ça qu'on appelle le throwback. Et en général, ça repart ensuite à la hausse. Donc du coup, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on est dans ce scénario-là? Ça veut dire que là on est en train de retester la résistance qui est devenue un support par au-dessus, donc breakout, ici on reteste la zone et ça risque de repartir à la hausse, ou alors, est-ce que là c'est un faux signal d'achat? Il y a des pièges de marché, ça arrive, hein. Les patterns ne fonctionnent pas toujours à 100% du temps, et ça voudrait dire que là on va repartir à la baisse. Alors on n'a pas d'outil magique pour savoir à l'avance, c'est le trading, on n'est pas devin, on ne peut pas vous garantir à 100% que ça va repartir à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Du coup, comment on peut gérer ça? On va simplement faire appel au money management, à la gestion du risque, pour voir si ça vaut le coup de tenter un trade. Si on risque peu et qu'on peut gagner beaucoup, forcément ça nous intéresse. Si on risque beaucoup pour gagner peu, là c'est un trade qui n'est pas intéressant à prendre. Donc pour ça,
si on récapitule un peu ce qu'on a vu, ça devrait normalement rebondir. Donc là, on parle du scénario haussier, hein, donc throwback et après maintenant ça rebondit. Si ce scénario se réalise, quel est l'objectif théorique qu'on pourrait s'attendre pour une hausse? L'objectif théorique, c'est en général la taille du range. Donc le range, il était comme ceci. Donc là, on a les points bas. On va prendre la version comme ça de le range, hein. Point bas ici, point bas, point haut. Donc vous prenez la taille du range et vous la reportez à la cassure. Donc ça veut dire que l'objectif théorique de la hausse, si on est dans le cas d'un pattern d'un range qui était cassé à la hausse, c'est 8300. Donc là, c'est ce qu'on peut viser en take profit. Donc on va juste prendre ça et mettre le take profit ici si on achète maintenant. Et en échange, le stop, où est-ce qu'on doit le placer? Bah, si on est dans le cas d'un range qu'on a cassé à la hausse et que là c'est simplement un retest, ça devrait rebondir bientôt. Si ça ne rebondit pas et que ça s'enfonce pour repénétrer largement dans le range, c'est que là c'était une fausse cassure et ça veut dire qu'il n'y aura pas de rebond. Dans ce cas-là, on sortira. Du coup, le stop, on va le placer. Alors là, c'est un placement un peu à l'œil, hein. Faut pas le coller trop proche parce qu'il y a souvent des mèches à l'intérieur du range. Mais il faut quand même qu'il soit pas trop cher. Donc là, si on le place ici, par exemple, à 5 ou 6%, on va mettre 6%, eh ben, on voit qu'on a un ratio rendement risque qui est pas mauvais. Si notre scénario de la sortie du range haussière est le bon, eh ben, on peut gagner 20% à la hausse. Et si on a tort, on perdrait 6%. Donc encore une fois, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, mais on sait qu'en termes de ratio rendement-risque, on est plutôt pas mal. 3,7. Ça veut dire qu'on gagne 3,7 fois ce qu'on risque de perdre. Donc ici, on pourrait déjà tenter d'acheter maintenant. Ça se défend en termes de ratio rendement-risque et de gestion de le risque tout court, hein. C'est plutôt pas mal. Par contre, en tant que trader, votre rôle, c'est vraiment d'affiner au maximum vos entrées. Parce que n'oubliez pas que là, l'objectif qu'on a, c'est un objectif purement théorique. C'est ce qu'on voit souvent quand on sort d'un range, mais ça ne nous garantit pas non plus à 100% que ça va être atteint. Du coup, on va essayer d'affiner encore plus notre entrée pour vraiment travailler notre gestion du risque. Est-ce qu'on peut tenter en ayant un meilleur prix d'achat? Donc pour ça, on va affiner et je vais simplement rajouter des indicateurs. Donc le volume, on va l'enlever. On va passer en format 4 heures. Alors en 4 heures, on va affiner encore notre analyse, hein. Je vous disais, c'est un peu des poupées russes. Vous regardez déjà les plus grands time frames et après vous affinez dans les plus petits. Donc là on a fait hebdo, journalier. On passe en 4 heures. En 4 heures, ce qu'on peut voir, on va regarder le stochastique en bas. On a une divergence haussière cachée. Donc divergence haussière cachée, ça veut dire que les cours ici ont fait un point bas, puis un autre point bas qui est un peu plus haut, donc orienté à la hausse. Alors que dans le même temps, les cours ont fait, l'indicateur a fait deux points bas qui eux sont alignés à la hausse, donc ils sont alignés dans le sens contraire des cours. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière cachée. Ça indique en général un mouvement de hausse à venir. Donc c'est plutôt pas mal pour notre scénario haussier, ça peut nous rassurer un peu. En plus de ça, on a ici un pattern que j'ai déjà tracé, un AB égale CD. Donc c'est le pattern harmonique, hein, que vous avez ici, ABCD pattern. Et ce pattern a même trois niveaux différents, trois variantes. En fait, c'est le niveau en vert que vous avez ici. Voilà, on voit là, enfin on voit pas très bien, mais c'est 100%. Là, c'est 127%. 100%, ça veut dire que à ce niveau-là, sur le trait, la taille de CD, le segment qu'on a ici, est équivalente à AB en taille. C'est ça l'ABCD parfait. Là, on voit que pour l'instant, on est dessus, on a légèrement bêché en dessous. Là, on a rebondi, on est dessus. Donc, c'est un pattern acheteur, l'ABCD. Et on a également deux variantes de l'ABCD, dont une qui nous intéresse pas mal, c'est la variante à 127%. Ça veut dire que le segment CD, si on arrive ici, serait plus grand que AB de 127%, enfin 1,27%. Et c'est également un pattern acheteur. Donc c'est un pattern qui a plusieurs variantes. Alors la variante ici, on est actuellement dessus. Mais ce qui m'intéresserait, moi, c'est la variante à 127 qui est un peu en dessous. Ça nous ramènerait à 6658. Pourquoi ce niveau? Parce que ça correspondrait peut-être à une mèche basse qu'on aurait sous le haut du range qu'on a ici. Rappelez-vous le range qu'on a ici. Je vous ai dit, quand on fait un throwback, c'est courant qu'on ait des mèches en dessous. Donc là, si on faisait une petite mèche en dessous, eh ben, ça serait peut-être un bon niveau pour acheter. Parce que si jamais ça ne rebondit pas tout de suite et que ça continue à baisser, ça veut vraiment dire qu'on a réintégré le grand range qu'on a ici.
Donc du coup, on aurait une invalidation très rapide si on achète ici et que ça continue à baisser. Donc c'est ça qui est bien en trading, c'est d'avoir une invalidation très rapide. On se ferait sortir, certes ça marche pas, mais vu que c'est très rapide, on perdrait pas grand chose. Et si ça marche, peut-être qu'on aurait attrapé une mèche basse ici sous le range et que ça repartirait très vite. Et en plus de tout ça, on va rajouter Ichimoku. Ichimoku en 4 heures, on voit qu'on a pénétré dans le Kumo. Donc ça c'est pas très bon pour le rebond. Si on avait dû rebondir, si les acheteurs étaient vraiment présents dès maintenant, on aurait plutôt rebondi sur le Kumo ici. Le Kumo avec Ichimoku c'est un gros support, là on l'aurait testé, ça aurait rebondi. On voit qu'on n'a pas rebondi et qu'on a pénétré à l'intérieur. Maintenant qu'on a pénétré à l'intérieur, on a rebondi pour retester au-dessus, donc là c'est simplement un pullback, il y a des chances que ça reparte peut-être tester le bas du Kumo. Et le bas du Kumo, vous voyez, il est au même niveau que mon ABCD à 1,27 ici. Donc ça serait un double niveau de support. Donc vu qu'on est dans le Kumo, on n'a pas envie d'acheter maintenant tant qu'on n'est pas en bas, parce que ça peut très bien repartir tester le bas du Kumo. Et si on passe en 8 heures, donc le time frame au-dessus cette fois, en 8 heures, ce qu'on voit, c'est que si jamais on venait tester le bas du Kumo 4 heures qu'on a vu ici, on serait également sur le Kumo en 8 heures, à peu de choses près. Ça veut dire qu'on est à la fois sur un support, le Kumo 8 heures, le Kumo 4 heures, la BCD à 127, donc ça sera un bon niveau. Et en plus de tout ça, en 8 heures avec l'Ichimoku, vous voyez que on est passé sous la Kijun en bleu ici. Avec l'Ichimoku, quand on casse la Kijun, donc ici à la baisse, on est passé en dessous, très souvent on va chercher le Kumo par la suite. Ça veut dire que là je suis pas très intéressé pour acheter, parce que si la théorie se vérifie, on a cassé la Kijun, ça veut dire qu'on va baisser au moins jusqu'au Kumo ici. Donc j'ai pas envie d'acheter maintenant à 6860, si les cours ont une bonne chance de venir tester le Kumo vers les 6680 à peu près. Donc c'est pour ça que je vois un beau cluster de niveaux sur cette zone, ici. Donc on peut repasser en 4 heures, qui correspond au bas du Kumo si on l'atteint rapidement. Donc c'est pour ça que je me dis, même si on a un bon ratio rendement-risque en achetant dès maintenant comme on a vu avant, le meilleur prix possible pour moi, ça serait d'acheter ici. Auquel cas, si on achète là, on peut avoir un stop qui nous coûterait que 3%. On met un stop un peu sous le Kumo, avec un peu de marge. Et on vise toujours le même objectif. Et du coup, vous voyez, on transforme notre ratio rendement-risque en un ratio de 7,86. Donc c'est un ratio encore meilleur que celui qu'on avait avant si on achetait maintenant. Donc on pouvait acheter maintenant parce qu'il était déjà bon le ratio, mais si on peut encore plus soigner son entrée, c'est encore plus intéressant pour nous. Donc ici c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Est-ce que vous voulez un prix d'entrée maintenant pour être sûr d'être dedans, ou est-ce que vous voulez tenter d'avoir le meilleur prix possible? N'oubliez pas qu'en format hebdo, je vous ai dit que c'était plutôt baissier pour l'instant. D'ailleurs on est sous la Kijun hebdo, mais vu que la semaine n'est pas encore finie, si jamais d'ici la clôture hebdo, on a testé le Kumo et que ça rebondit à la hausse, peut-être que ce chandelier baissier qu'on a, si on remonte avant la fin de la clôture, ça sera plus l'étoile filante. Donc il n'y aura pas eu de signal de baisse en hebdo. Donc voilà pour le Bitcoin qu'on a vu bien comme il faut, mais c'était vraiment pour vous montrer la logique derrière l'entrée. On va passer maintenant aux autres actifs. Sur l'Ether face au dollar, ça va être assez rapide, c'est assez propre. On a cassé avec cette bougie journalière la résistance qu'on avait là à l'horizontale, avec pas mal de points de contact. Là, on a fait un petit range, on va regarder en 4 heures. On a fait alors soit un range, le rectangle, soit un espèce de triangle symétrique. Les deux peuvent être vus si on prend les mèches ou pas. Dans tous les cas, on voit qu'on en est sorti par le bas. Donc, vu qu'on est sorti par le bas, en général, les cours vont baisser jusqu'à rencontrer le prochain niveau de support. Et le prochain support, on repasse en journalier. Pour moi, c'est un retest de la zone des 145. Vous voyez, ici, tac. Là, je vois pas de raison pour que ça rebondisse dès maintenant. Parce que vous voyez, là, on n'est pas sur un support, on est au milieu de rien. Donc je pense qu'on va revenir tester la zone des 145, reprendre un appui là-dessus. Donc c'est simplement un throwback comme on a vu avant. Et ça pourrait après repartir à la hausse. Alors les objectifs, pour l'instant, on en est loin, mais si jamais ça rebondissait bien ici, le prochain objectif, ça serait la zone des 195-200. Si on regarde en 4 heures, on a également un espèce de canal parallèle haussier comme ça, tracé avec 4 points bas différents.
c'est pas mal parce que si on revient tester la zone des 145, pardon, ça correspondrait au bas du canal en même temps que la zone horizontale. Donc pour moi, ce sera un bon niveau pour tenter un petit achat avec un stop un peu en dessous. Et donc viser à au moins les 195 en objectif. Ça ferait un bon ratio rendement-risque sur l'Ether. Sur XRP face au dollar, donc sur le Ripple, je vois pas trop d'entrée actuellement. On a testé les points bas qu'on avait ici en format hebdo, donc les points bas plutôt historiques dans cette zone. Ça rebondit, c'est vrai, mais c'est un peu la même config que sur le Bitcoin, hein. On a 3 bougies vertes, on revient sous les points bas qu'on avait ici à l'horizontale. On a également un espèce de biseau comme ça baissier, donc qui a bien encadré les cours, hein. Donc si ça casse ce niveau, à la limite, ça pourrait être le prochain niveau de résistance. Mais pour l'instant, on n'a pas cassé l'ancien point bas, donc ça pourrait simplement être un pullback sous l'ancien point bas et repartir à la baisse. Donc tant qu'on l'a pas cassé, à la hausse, l'objectif du haut du biseau est pas très réaliste, en tout cas est trop agressif pour moi. Donc là, il faut attendre. Le gros signal, hein, qu'on a, donc là je parle plutôt à long terme, c'est si on sortait du biseau à la hausse dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Un biseau, c'est une figure de retournement de tendance, donc tendance baissière, un biseau apparaît, si on en sort à la hausse, là c'est un gros signal haussier. Pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur du biseau, il n'y a pas de signal haussier, hein. Même si on arrive à casser ce niveau de résistance et qu'on a testé le biseau, rien ne nous dit qu'on ne va pas retourner ici, rebaisser avant d'en sortir peut-être à la hausse un jour. Donc tant qu'on n'en est pas sorti à la hausse, pour moi, en swing, il n'y a pas de bon plan. Si on clôture au-dessus en hebdo ici, il faudra regarder dans un plus petit time frame, est-ce qu'on peut pas prendre un achat pour aller viser le haut du biseau. Donc ça, il faudra le voir en temps et en heure, hein. Je vous dis, tant qu'on ne l'a pas cassé à la hausse, pour l'instant, je ne suis pas franchement intéressé pour y chercher un achat. Sur le BNB en USDT, c'est très simple pour l'instant. On est sorti à la baisse ici de cette espèce de triangle, donc c'est plutôt un signal baissier. Là, on fait simplement un pullback sous le triangle et sous les anciens points bas, et on est également en train de mécher comme sur le Bitcoin. Donc je me dis, si on clôture comme ça, c'est vraiment un signal baissier, hein. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à réintégrer le triangle, ça veut dire que là, c'est une vraie cassure baissière, et donc ça voudrait dire qu'on risque de continuer à baisser par la suite. Donc là, je vous conseille vraiment de ne pas être acheteur pour l'instant. Ça sera intéressant à l'achat pour moi si jamais on clôture en hebdo au-dessus de l'oblique, ici en noir, et au-dessus des anciens points bas. Donc il faudrait qu'on clôture vers les 15 en gros. Si on clôture vers les 15, on pourrait se dire, tiens, ok, là c'était peut-être une fausse cassure baissière, simplement par corrélation avec le Bitcoin quand il a baissé. Mais voilà, pour pouvoir se dire ça, il faut vraiment qu'on ait un gros signal de retour des acheteurs. Et le gros signal, c'est vraiment si on franchit cette zone de résistance. Donc il faudrait une clôture vers les 15. Tant que ce n'est pas le cas, méfiance, hein, ça risque de baisser. Et là, si on repart à la baisse, le prochain niveau de support important, c'est la zone des 5,7, hein, les points bas ici ou les points bas ici, entre 5,7 et 4. Donc ça pourrait descendre encore beaucoup. Donc méfiance sur le BNB. Et on va finir avec XTZ en dollars. Sur XTZ, on a une config intéressante. Ici à l'horizontale, vous voyez, on avait sommet. Là, on l'a testé et on l'a cassé à la hausse. Donc là, on a fait un breakout baissier. Après, d'ailleurs, une petite zone de congestion, hein. Ici, même sans parler des points hauts précédents qu'on a là et là, ici, on a fait une belle zone de congestion avec une belle hésitation et on en est sorti à la hausse. Donc, breakout haussier. Là, on a fait un throwback dessus. Donc, ça pourrait être un niveau d'achat qui est intéressant. Comme on a vu avant, hein, avec la théorie, breakout, on reteste le niveau, ça repart à la hausse. Alors, on va également affiner l'entrée, hein. Alors, pour affiner, on voit que ça pourrait encore baisser un peu ici, hein. On a testé le début de la zone, mais ça pourrait baisser, tester le bas de la zone avec même des mèches sous la zone. C'est là qu'on aurait les meilleurs prix d'achat. En plus de ça, si on regarde un peu les indicateurs, là sur le stochastique, vous voyez, on a eu un signal de vente. Croisement des deux lignes en zone de surachat, c'est un signal théorique de vente. Donc là, on est encore dans la zone de surachat, ça donne pas envie de tenter maintenant un achat alors qu'on est déjà suracheté. Donc l'idéal, ça serait que le stochastique baisse ou le RSI, le CCI, n'importe quel oscillateur qui revienne un peu dans sa zone de neutralité vers les 50. Donc pour que ça arrive, il faut que soit les cours baissent, ça va faire baisser l'indicateur, soit les cours latéralisent, ça va faire baisser l'indicateur également. Donc là, en termes de timing, pour l'instant, pas très intéressant. Par contre, en termes de niveau de prix, on est quand même sur un niveau intéressant, hein. On est
en train de retester la zone ici. Donc l'idéal quand vous tradez, c'est d'avoir à la fois le bon prix, donc ça c'est obligatoire, il faut avoir le prix que vous voulez pour acheter. Donc là on a bien le prix qui nous intéresse, à peu de choses près, mais on n'a pas le timing qui va avec pour l'instant. Donc c'est pour ça que même si on est sur le bon niveau ici, j'attendrai un peu pour tenter des achats. Et on peut affiner ça avec un retracement des Fibonacci. Si on regarde toute cette vague de hausse, quand on a une correction baissière d'un mouvement, donc la vague de hausse et début de correction baissière qui s'enclenche, on va quasiment tout le temps tester au moins le premier Fibo de poids de retracement, c'est le Fibo à 38,2. Donc là, on voit qu'on ne l'a pas encore testé ce Fibo. C'est pour ça que je me dis que je ne pense pas qu'on ait un rebond immédiat tant qu'on n'a pas au moins testé ce Fibo. Et ce Fibo, eh ben, il est juste un peu en dessous de la zone en orange qui nous intéresse. Donc je me dis si on teste la zone en orange et qu'on fait une petite mèche sur le Fibo, ça serait le meilleur moment pour tenter un achat. Un achat avec un stop un peu en dessous. Et on peut viser un rebond assez intéressant. Alors si on vise là déjà, ça fait déjà un bon ratio rendement risque. Hein. Si on achète ici avec un stop à 9% et qu'on vise un retour sur les points hauts, ça fait déjà un ratio rendement risque de 2,86. Donc c'est déjà excellent. Et on peut même laisser une partie de la position ouverte pour aller viser les prochains niveaux. Hein. Au-dessus, on aurait les 2,6 qui sont un beau niveau à l'horizontale de support. Et puis après, là, vous visez toujours les sommets. Mais même en visant le niveau le plus petit, on va dire, de TP, ça fait déjà un bon ratio rendement risque si on a bien travaillé son entrée en essayant d'attraper le test du Fibo qui correspondrait donc à une petite mèche sous cette zone en orange. Donc c'est ça que j'attendrai. Et quand ça arrive, j'aimerais bien vraiment que les oscillateurs, les indicateurs de type oscillateur aient dégonflé, qu'on soit plus dans la zone de surachat. Parce que acheter quand on est déjà en surachat, c'est jamais un très très bon plan. Donc voilà pour XTZ. Donc la zone d'achat, hein, le Fibo 38, hein, il est à 1,734.